Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la formation des services de messagerie. Nous allons parler du cas pratique Zimbra. Tout d'abord, j'aimerais un peu vous situer sur Zimbra. Zimbra est un serveur de messagerie open source qui a aussi une version Network Edition. La version Network Edition est beaucoup plus destinée aux ISP. Je m'explique. Un ISP a plusieurs clients. Et chaque client a son domaine. Et chaque domaine, dans chaque domaine, il y a des comptes de messagerie associés. L'ISP prend un seul serveur pour configurer les messageries de tous ses clients. Alors, avec la version Network Edition, l'ISP a la possibilité de déléguer les pouvoirs à chaque administrateur. C'est-à-dire l'administrateur, par exemple, du domaine 1, il lui délègue certains pouvoirs que c'est à toi de gérer tes comptes liés au domaine 1. L'administrateur du domaine 2, il lui délègue les pouvoirs. C'est à toi de gérer les comptes liés au domaine 2. Et à ce moment, aucun administrateur n'est lié. Et certes, ils sont dans le même serveur, mais aucun administrateur n'est lié. C'est-à-dire, l'administrateur du domaine 1 ne voit pas les informations de l'administrateur du domaine 2. Et c'est à ce moment que la version Network Edition est importante. Par contre, la version open source, qui est aussi une version très puissante, elle est liée, elle peut être destinée aux grosses entreprises, aux PME ou bien aux startups. Et même aux grandes écoles qui aimeraient mettre en place des serveurs de messagerie et pour des tests des écoles même. Bon, au niveau de notre formation, nous allons parler de 4 grands points. D'abord, nous verrons les notions de base de services de messagerie, c'est-à-dire les acteurs intervenant dans les services de messagerie, comment fonctionne le service de messagerie, les petites erreurs à ne pas faire lors de l'implémentation d'un serveur de messagerie. Deuxièmement, nous verrons les prérequis d'installation d'un serveur de messagerie, à savoir les prérequis matériels, prérequis système et prérequis techniques. Le troisième point, on parlera de l'installation et la configuration des services de messagerie cas entreprise. Comme je l'ai dit tantôt, nous aborderons le cas pratique de Zimbra. Et c'est l'une des parties les plus importantes pour moi. Et le dernier point qui est pour moi la partie la plus importante, pourquoi? Parce que tout le monde peut installer et configurer un serveur de messagerie, mais tout le monde n'a pas les aptitudes à déceler les erreurs et à les résoudre d'une manière efficace et efficiente. Donc, nous allons aborder les problèmes les plus récurrents dans un système de messagerie. Sans plus attendre, nous allons aborder le premier point. Notion de base du service de messagerie. Bon, tout d'abord, il faudrait que je vous énumère les différents acteurs qui entrent en jeu dans le système de messagerie. Nous avons le MUA, dont l'acronyme veut dire Mail User Agent. Le MUA est une application de messagerie installée sur une machine, un desktop, un laptop ou un smartphone pouvant recevoir ou envoyer un email. On a l'exemple de Outlook, on a l'exemple de Thunderbird, on a l'exemple d'Edora, on a même les clients de messagerie de Apple. Ensuite, on a le MTA. Le MTA qui veut dire Mail Transfer Agent, qui est en termes plus simples le serveur de messagerie. Utilisant le protocole SMTP pour envoyer les mails entre les MTA et entre le MUA et le MTA. Exemple, on a le SendMail, on a le Postfix, on a Esim. Ensuite, comme autre acteur, on a le MDA, Mail Delivery Agent, qui est installé la plupart du temps dans le même serveur que le MTA. C'est un service permettant de récupérer un mail à l'aide du protocole POP3 IMAP afin de l'envoyer au MUA. Les protocoles non sécurisés, non sécurisés de messagerie. Il s'agit du protocole IMAP qui fonctionne sur le 143 en TCP, POP3, 110 en TCP et le SMTP port 25 en SMTP. Néanmoins, je vous conseille de ne jamais utiliser ces protocoles non sécurisés. La plupart des administrateurs, pratiquement plus de 80% des administrateurs font cette erreur dans presque tous les continents.
il configure des serveurs de messagerie avec des protocoles non sécurisés. Ce qui fait qu'un hacker peut venir s'incruster dans votre réseau et récupérer vos accès, c'est-à-dire votre login et votre password du compte et du compte messagerie associé et faire des activités malveillantes avec. Donc, on a les protocoles sécurisés qu'il faudrait essentiellement utiliser lors de la configuration de messagerie. IMAP-S fonctionne en TCP toujours 993, le POP3S en TCP 995, le SMTP-S en TCP, le 465 et le 587. Ensuite, comme dernier acteur, nous avons les adresses de messagerie. On a les adresses émetteurs et les adresses destinataires sous le format email name, domain name avec le préfixe email name et le suffixe domain name. La plupart du temps, les administrateurs réseau pour acquérir des domaines vont chez des registrars pour acheter ces domaines. Les registrars sont des gens qui vous vendent des domaines et chez qui votre domaine est hébergé. On verra la notion de domaine qui est pour moi l'une des notions les plus importantes dans le cadre de l'administration réseau, réseau et système. On verra cette notion dans une autre formation. Okay. Ensuite, nous allons parler du schéma de fonctionnement des systèmes de messagerie. Bon, dans notre schéma, vous pouvez voir l'expéditeur danielkemayo@yahoo.fr, le destinataire ivanappi@gmail.com. L'expéditeur voudrait envoyer le mail au destinataire. Il est dans son client de messagerie. Il contacte le MTA à travers le port SMT, à travers le service SMTP. Vous voyez bien que à ce niveau, si vous mettez le port 25, si vous configurez comme SMTP le port 25, il va laisser passer le mot de passe en clair. C'est-à-dire entre le MEA et le MTA, les mots de passe seront en clair. Donc, si je viens me connecter ici, je peux récupérer le login et le password et utiliser ces informations à des fins malveillantes. Donc, je me rassure que mes configurations utilisent les protocoles sécurisés. Le mail, par exemple, il envoie un email et il envoie au destinataire ivanappi@gmail et le contenu. Le mail arrive au niveau du MTA. Le MTA, comment il fait pour envoyer le mail, pour savoir que je dois envoyer le mail au MTA de Gmail? Il récupère l'adresse email, c'est-à-dire l'adresse email du destinataire qui est au niveau de l'entête du mail. Il scinde l'adresse email, c'est-à-dire il met d'un côté le préfixe et il met d'un autre côté le suffixe. Il prend le suffixe qui est gmail.com, il recherche dans gmail.com les serveurs de messagerie associés à ce domaine. Vous êtes sans ignorer que Gmail a énormément de serveurs de messagerie. Bon. Imaginons que le premier serveur de Gmail, c'est mail1.gmail.com. Il regarde ce serveur de messagerie à la meilleure priorité, c'est-à-dire la priorité avec le nombre le plus faible. Considérons que mail1.gmail.com a la priorité 0. Qu'est-ce qu'il fait, le MTA de Yahoo? Le MTA de Yahoo, ayant trouvé mail1.gmail.com, envoie au MTA de Gmail, c'est-à-dire correspondant au mail1.gmail.com. Il envoie le mail au MTA de gmail.com à travers toujours le protocole SMTP. Mais à ce moment, il utilise le port 25 parce que les MTA pour communiquer entre eux utilisent toujours le SMTP mais à travers le port 25 parce que c'est un port standard, donc ils utilisent le port 25. Quand le mail arrive au niveau du serveur de Gmail, Gmail maintenant, le serveur de Gmail stocke le mail du client dans son inbox. C'est un peu comme un facteur. Vous allez par exemple, vous allez envoyer une lettre à une personne. Ça arrive au niveau de la poste, qui est considéré comme le MTA, et le facteur récupère les mails correspondants pour les mettre dans les boîtes de chacun. Et vous venez récupérer vos lettres dans vos box. Maintenant que l'email est dans l'email du destinataire est dans le MTA,
le MUA contacte le MDA en demandant au MDA s'il y a des mails correspondant à cet utilisateur. Le MDA, lui, contacte le MTA. En général, comme j'ai dit dans la première partie, le MDA réside souvent aussi dans le même serveur que le MTA. Le MUA contacte le MDA avec des requêtes, lui envoie et dit que je voudrais récupérer des mails correspondant à cet utilisateur. Le MDA, lui, il part maintenant dans le inbox de l'utilisateur, récupère le mail et l'envoie au niveau du MUA. Et à ce moment, le MUA peut voir ses emails. Le MDA peut envoyer les mails au MUA soit en utilisant le POP3S ou bien en utilisant le IMAP-S. La différence c'est quoi? Lorsque vous utilisez le POP3, le mail arrive dans le client de messagerie et la copie n'existe plus dans le serveur email. C'est-à-dire que le mail n'existe plus dans le serveur de messagerie et vous avez cet email dans votre client de messagerie qu'on appelle encore le MUA. Par contre, si vous utilisez le IMAP pour récupérer vos emails, vous allez juste recevoir une copie de votre email. Ce qui fait que s'il y a un souci, peut-être avec votre machine, vous pouvez avoir encore accès à votre email plus tard. Bon, néanmoins, il y a des paramètres dont il faut tenir compte pour utiliser soit l'IMAP, soit le POP3. Nous allons aborder cela aussi dans le cadre d'une autre formation. Bon, ensuite, nous passons à la dernière partie, dernière sous-partie de cette première grande partie. Les erreurs à ne jamais faire dans l'utilisation des ports des systèmes de messagerie. IMAP 143, non sécurisé à ne jamais utiliser. POP3 110, non sécurisé à ne jamais utiliser. SMTP 25, utilisé par la plupart des robots de spam, donc bien entendu à ne jamais utiliser. Certains ISP vont même jusqu'à bloquer ce port dans leur réseau. IMAP-S 983 à utiliser car entre le MTA et le MUA, les informations d'identification sont cryptées. POP3S 995 à utiliser car entre le MTA et le MUA, les informations d'identification sont aussi cryptées. SMTPS 465 et 587 à utiliser car le MUA et le MTA, les informations d'identification sont cryptées. Ok. Merci bien. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie.